Cette onde de choc-là est perçue par plusieurs comme étant un moment auquel on ne s'attendait pas, mais en fait, pour des analystes qui se penchent sur les enjeux d'accès à l'avortement aux États-Unis depuis longtemps, c'était pas réellement une onde de choc. C'est-à-dire que cette cause-là a été entendue à l'automne dernier par la Cour suprême et lors des audiences et des arguments oraux, en fait, on voyait déjà poindre des éléments de réponse à nos questions de qu'adviendrait-il du droit à l'avortement aux États-Unis. On s'explique ici du fait que les juges, en fait, à travers leurs questions, vont non seulement poser des questions aux avocats des deux parties, mais vont également laisser poindre, en fait, leur opinion à leurs collègues, donc indiquer vers où ils s'en vont avec leur raisonnement juridique. Et à travers ce questionnement-là, on voyait déjà qu'une majorité de juges conservateurs, 5 sur les 9 juges à la Cour suprême, tendaient vers un renversement de Roe v. Wade, alors que le juge en chef, Roberts, tendait plutôt vers l'autorisation de la loi du Mississippi, donc une érosion de Roe v. Wade sans toutefois entraîner un renversement. Cette décision-là de renverser Roe v. Wade, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Est-ce que l'avortement est maintenant illégal aux États-Unis? La réponse est non, parce que c'est un brouillon de décision. Au moment où elle sera mise en œuvre, cette décision-là, effectivement, rendra la décision de l'accès à l'avortement aux États. C'est-à-dire que chaque État sera responsable de décider si l'avortement demeure légal sur son territoire ou si l'avortement devient illégal. Actuellement, 13 États ont ce qu'on appelle des lois trigger ban, donc des lois qui vont se déclencher immédiatement si Roe v. Wade tombe et rendre l'avortement illégal sur leur territoire. Ce que ça veut dire dans les faits, c'est que les femmes devront trouver d'autres moyens pour accéder à l'avortement, parce que même si on parle d'illégalité et de légalité dans une perspective très binaire, dans les faits, la situation est beaucoup plus en teinte de gris, et c'est ce qu'on a vu avec la loi SB 8 au Texas, où d'autres moyens sont mis en œuvre par les femmes qui sont très résilientes pour accéder à l'avortement. On pense ici à voyager vers des États limitrophes ou encore accéder à l'avortement par médication à travers des prescriptions qui sont obtenues soit par des réseaux clandestins ou souterrains ou via des sites web qui sont accessibles à travers la planète. Ces mesures-là, par contre, viennent avec certains bémols, c'est-à-dire que les cliniques des États limitrophes ne peuvent pas absorber l'entièreté des femmes en âge de reproduction des États conservateurs aux États-Unis. De nouvelles ressources devront être accordées à ces cliniques-là. Et de l'autre côté, les déplacements ne sont pas accessibles à toutes et tous. Malgré l'accès à des fonds d'avortement et à un soutien financier, ce n'est pas tout le monde aux États-Unis qui a les capacités de se déplacer outre les lignes frontalières de leurs États, qui ont la possibilité d'avoir des gens pour garder leurs enfants, de prendre du temps sans travailler ou encore de connaître les ressources accessibles en ligne pour obtenir l'avortement par médication. Donc, c'est un enjeu qui demeure à surveiller parce qu'on voit en fait que malgré un possible renversement de Roe v. Wade, ce n'est pas la fin pour plusieurs législateurs anti-choix qui désirent continuer à avancer des projets de loi qui viendraient davantage contrôler le corps des femmes et leur choix, notamment dans l'objectif de leur interdire de se déplacer entre les États pour accéder à l'avortement ou interdire l'envoi de pilules par la poste.